Bonjour à tous, bienvenue sur Ecstasy Stories. Aimez-nous et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires captivantes. Plongeons-nous dans l'histoire. Le soleil de l'après-midi projetait des reflets dorés sur le sol en marbre blanc de la villa présidentielle lorsqu'une simple enveloppe brune, sans marque ni description, arriva au portail principal. La sécurité l'avait vérifié à 2 reprises, pas d'explosifs, pas de substances, pas de puces électroniques, juste une série de vieilles photos et une feuille pliée. L'enveloppe avait été remise en main propre, mais personne n'a pu identifier le messager. Lorsque Rita reçut le paquet dans son salon privé, son cœur fit un bond. Quelque chose clochait. Elle hésita avant de l'ouvrir, les doigts légèrement tremblants. La première photo qu'elle a sortie était celle de sa boutique, bien avant sa destruction, puis une autre la montre devant le tribunal le jour de son divorce avec Richard, enceinte et brisée. Une autre la montre dans un moment d'intimité, assise à côté de Timothy avant son élection, le regard perdu, inconsciente de l'objectif qui l'avait immortalisé. La dernière photo lui a presque coupé le souffle. Elle provenait d'un lit d'hôpital au Bénin, la montrant inconsciente et vulnérable, comme si quelqu'un l'avait observée depuis le début. Elle déplia le mot avec encore plus d'effroi. L'écriture était penchée, élégante et anonyme. La trahison est plus proche que tu ne le penses. Quelqu'un dans la villa veut ta chute, et il sait tout. Le souffle de Rita s'accéléra, ses mains froides malgré la chaleur de la pièce. Le silence autour d'elle s'épaissit. Qui en savait autant sur son passé, assez pour retracer des moments intimes jamais destinés au grand public? Son esprit naviguait entre les noms, les plus proches collaborateurs de Timothy, son propre assistant, d'anciens contacts du Bénin. Elle pressa sa paume contre sa poitrine, essayant de calmer son cœur, mais le malaise était profondément ancré. Ce n'était pas seulement quelqu'un qui essayait de la secouer, c'était un geste délibéré, une menace silencieuse, parfaitement synchronisée. Elle remit les photos dans l'enveloppe et la ferma à clé dans un tiroir de son bureau. Mais la lettre resta dans sa main. Pendant des heures, elle ne put se résoudre à le montrer à Timothy. Leur relation commençait à peine à se stabiliser après des mois de tension et de tension politique. Et maintenant? Elle se dirigea vers le miroir de sa suite, se regardant comme si elle cherchait une version de Rita intacte. Mais elle ne pouvait le nier, chaque cicatrice, chaque souvenir, chaque parcelle de ce qu'elle était l'avait suivi dans cette nouvelle vie. Quelqu'un le savait, et quelqu'un voulait s'en servir. Cette nuit-là, bien après que le silence fût revenu à la villa, Rita se tenait sur le balcon surplombant les jardins. Le mot était maintenant soigneusement plié dans la poche de sa robe. Elle ne pleurait pas. Elle ne paniquait pas. Mais la lueur dans ses yeux s'éteignit, légèrement. Quelqu'un voulait qu'elle se sente en danger, qu'elle remette tout en question. Et que ce soit par politique, par vengeance ou pour autre chose, elle était sûre d'une chose, ce n'était pas fini. Loin de là. Le lendemain matin de la réception de l'avertissement anonyme par Rita, le président Timothy Charles se tenait dans son bureau privé, contemplant le jardin présidentiel, plongé dans ses pensées. L'enveloppe l'avait lui aussi bouleversé, non seulement par son contenu, mais aussi par la façon dont elle avait contourné plusieurs niveaux de sécurité fédérale. Il convoqua le colonel Hassan Bako, son officier de renseignement le plus discret et le plus loyal, un homme dont le silence était aussi redoutable que ses compétences. Hassan entra sans cérémonie, sentant déjà la gravité de la situation. Timothy lui tendit l'enveloppe sans un mot. Hassan examina les photos et la note, le visage indéchiffrable. « Je veux que cela soit retracé discrètement, » dit Timothy. Pas de dossier, pas de bavardage. Même le DSS ne devrait pas le savoir. Et Hassan, j'ai besoin de savoir si c'est l'un des nôtres. En quelques heures, Hassan a mis sur pied une équipe fantôme travaillant sous couverture. Ils ont retracé les images de sécurité du périmètre de la villa, analysé les empreintes digitales et scanné des fibres de papier à la recherche de traces d'ADN. C'était un travail traditionnel, sans traces numériques, ni courriel ni relevé téléphonique. Mais une tache au dos d'une photo, retouchée par infrarouge, a révélé une empreinte digitale partielle. Cela correspondait à quelqu'un figurant dans le registre des autorisations présidentielles. Hassan n'avait pas encore révélé le nom, ni à Timothy, ni même à son équipe. Il lui en fallait plus. Il a commencé à fouiller les communications du suspect, ses déplacements et ses relations connues. Discrètement, des liens ont émergé, des transactions bancaires liées à un compte offshore, des messages cryptés échangés avec un numéro lié à un ancien ministre désormais sous surveillance. Qui que soit cet individu, il n'agissait pas seul.
Rita, quant à elle, remarqua des changements au sein du personnel. Certains évitaient son regard. L'un de ses plus proches collaborateurs commença à commettre des erreurs, à manquer des rendez-vous et à égarer des dossiers confidentiels. Elle ne dit rien, mais observa attentivement. Elle avait gagné en sagesse depuis l'époque où elle faisait aveuglément confiance aux gens. Un soir, alors qu'elle passait dans un couloir près de la salle de crise, elle surprit une brève conversation, quelqu'un mentionnant l'épouse et l'influence du sénateur. Lorsqu'elle tourna au coin de la rue, il n'y avait personne. Un frisson lui parcourut le dos. Était-ce la trahison dont la lettre la prévenait? Était-elle utilisée pour atteindre Timothy? À la fin de la semaine, Hassan retourna auprès de Timothy avec ses conclusions. Il ne parla pas immédiatement, se contentant de déposer un rapport scellé sur le bureau du président. « C'est quelqu'un de proche », dit Hassan à voix basse. « Très proche. » Timothy ouvrit le dossier et son visage se durcit. Il resta silencieux pendant de longues secondes. Puis il leva les yeux et posa une question. « Rita est-elle au courant ?» Hassan secoua la tête. « Pas encore. Mais elle soupçonne quelque chose. Elle aussi surveille le palais. » Timothy referma le dossier et se leva. Pour la première fois depuis des semaines, les cernes dans ses yeux étaient plus sombres que jamais. Il est alors temps de le regarder à nouveau. Le monde juridique a vibré d'incrédulité lorsque l'avocat Kenneth DeRogy, surnommé le marionnettiste dans les cercles d'élite, a déposé une requête en réouverture du dossier de Richard Carter. Son argumentation était audacieuse. Il a affirmé que des preuves cruciales utilisées pour la condamnation de Richard avaient été falsifiées et que des témoignages clés avaient été obtenus sous la contrainte. Le tribunal, sous une intense pression publique et politique, a, contre toute attente, accordé une audience préliminaire. Rita a suivi la nouvelle avec incrédulité. Alors qu'elle pensait que ce chapitre de sa vie était clos, il refit surface, les griffes acérées. Le nom de Richard refit la une des journaux, mais cette fois avec des rumeurs de condamnation injustifiée plutôt que de condamnation. Kenneth n'était pas un avocat ordinaire. Sa réputation s'est bâtie sur des revirements retentissants et des fuites opportunes. Il savait orchestrer la sympathie du public comme un chef d'orchestre. En quelques jours, les émissions matinales débattaient de l'état mental de Richard, spéculaient sur l'influence de Rita lors du procès initial et se demandaient si la nation n'avait pas rendu un jugement hâtif. L'intégrité de Rita, autrefois inébranlable aux yeux du public, a été subtilement érodée lorsque Kenneth l'a dépeinte comme une première dame inaccessible qui aurait peut-être manipulé le système judiciaire pour enterrer son passé. Le récit évoluait rapidement. À l'intérieur de la villa présidentielle, les conseillers juridiques de Timothy ont appelé à la retenue. « Nous ne devons pas être vus comme interférant avec la procédure régulière », a averti l'un d'eux. Mais Timothy n'était pas serein. Il avait vu comment l'avocat Kenneth travaillait, à travers les failles, la pression, la perception. Et si l'image de Rita continuait d'être salie, cela n'affecterait pas seulement elle, mais aussi la présidence. Rita, cependant, resta ferme. « Laissez-le entendre son point de vue, dit-elle à Timothy. » Que la vérité éclate à nouveau. Son sang-froid masquait la terreur qui l'habitait. Elle savait que Kenneth ne recherchait pas la justice, mais un moyen de pression. Et il avait la mémoire longue. En coulisses, Kenneth a commencé à contacter les personnes impliquées dans le procès initial, d'anciens témoins, d'anciens enquêteurs, et même le personnel pénitentiaire. Certains ont refusé de parler. D'autres ont été tentés. Un ancien analyste médico-légal a laissé entendre, dans un enregistrement divulgué, que toutes les preuves n'étaient pas fiables. Kenneth s'est jeté sur l'affaire et les médias se sont rués dessus. À l'approche de la date du procès, Rita se prépara. Le passé qu'elle avait laissé de côté était de retour en force, non pas comme un souvenir, mais comme une arme juridique dirigée contre sa nouvelle vie. Et le pire? Kenneth n'avait même pas encore révélé l'identité de son témoin principal. Entre les murs sombres du centre correctionnel pour femmes, Alexa arpentait sa cellule comme un serpent. La nouvelle du nouveau procès de Richard lui était parvenue par des murmures et des tabloïds clandestins. Dès qu'elle vit le nom de l'avocat Kenneth imprimé, son instinct reprit le dessus. Elle connaissait Kenneth de réputation, il ne se battait pas pour la justice, mais pour gagner. Et Alexa avait quelque chose dont il avait besoin, des secrets. Des secrets qui pouvaient déformer la situation, émouvoir l'opinion publique et jeter le doute sur la femme désormais assise aux côtés de l'homme le plus puissant du pays. Grâce à un directeur de prison corrompu qu'elle avait auparavant soudoyé, Alexa a réussi à faire passer un message, énigmatique,
bref, mais suffisant, je sais ce qu'elle cachait. Discutons-en. Kenneth, AM, a reçu le message en quelques heures. Sa réponse est arrivée rapidement, délivrée par une chaîne d'intermédiaires. En quelques jours, un appel vidéo sécurisé fut organisé. Personne, pas même le personnel pénitentiaire qui surveillait la ligne, ne savait que Kenneth avait masqué la conversation dans le cadre d'une enquête judiciaire. À l'écran, Alexa ne perdit pas de temps. « Tu veux la faire tomber, j'ai les munitions », dit-elle froidement. Elle parla d'un journal que Rita avait tenu pendant ses jours les plus sombres avec Richard, des pages crues de douleur, de peur et de survie. Elle fit allusion à des enregistrements secrets que Richard avait réalisés à l'insu de Rita. « Il me les a joués une fois », murmura-t-elle. « Il y en a plus que ce que l'on sait. » Kenneth se pencha, intrigué. Alexa continua, « Sors-moi d'ici, et je te donnerai tout. » Accès complet. Non. Les rendez-vous. C'est faiblesse. Je veux la liberté. Tu veux une affaire. On gagne tous les deux. Kenneth sourit faiblement, mais ne dit rien. Son esprit s'emballa. Si ne serait-ce qu'une fraction des affirmations d'Alexa était vraie, cela bouleverserait complètement l'équilibre du nouveau procès. Mais elle était une inconnue, une femme désespérée, avec un long passé de manipulation. Il devait vérifier ses dires, mais si elle avait raison, la Rita tant adorée par la nation risquait de s'effondrer sous le poids d'un seul extrait audio inédit. Et Alexa, autrefois rejetée et humiliée, finirait par se venger, une vérité soigneusement murmurée à la fois. Timothy était assis dans son bureau privé, le faible bourdonnement du ventilateur de plafond masquant le silence entre lui et le chef Ajati, son chef de la sécurité de longue date. Il parlait d'un ton mesuré, mais la tension était palpable. Timothy avait les yeux rivés sur un dossier en papier craft étalé sur le bureau, rempli de fuites médiatiques, de conversations en ligne et de données de sondage. Le passé de Rita avait refait surface tel un fantôme, et il frappait aux portes d'Ossorok. Le chef Ajati se pencha en avant. « Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, l'opposition profite déjà de cela. Le peuple l'admire toujours, certes, mais votre campagne de réélection pourrait en pâtir. Il faut qu'on se prépare à une éventualité. » Timothy expira lentement, le visage indéchiffrable. « C'est ma femme, dit-il doucement. Et le bureau n'y change rien. » À leur insu, Rita se tenait juste derrière la porte, cachée dans le couloir ombragé. Elle était venue lui apporter du thé, ce qu'elle avait recommencé à faire dans les moments de calme pour raviver leur lien, mais elle se figea à l'évocation de son nom. Son passé, poursuit Ajati, n'est pas le problème. C'est la perception, le récit. S'ils parviennent à la faire passer pour un boulet. Sa voix s'éteignit, mais le message était clair. Les mains de Rita se crispèrent sur la tasse en porcelaine, son cœur battant la chamade. Elle se détourna en silence, laissant le thé intact sur une table au bout du couloir. Plus tard dans la soirée, Timothy remarqua la tasse intacte et une légère odeur de son parfum dans l'air. Il soupçonna qu'elle l'avait entendu. Il erra dans les couloirs de la villa à sa recherche, mais Rita était seule sur le balcon, le regard fixé sur l'horizon d'Abudja, le vent soulevant ses mèches de cheveux. Elle ne dit rien lorsqu'il la rejoignit, se contentant d'un sourire discret qui n'atteignit pas ses yeux. Pour la première fois depuis des semaines, ils ne se tenaient pas la main. Le soleil couchant illuminait la capitale lorsque Rita sortit du SUV noir, accueillie par les flashs des appareils photo et une marée de drapeaux flottants au vent. Elle assistait à une conférence sur le leadership féminin au Centre international de conférences, un événement destiné à inspirer l'unité et l'autonomisation. Vêtue d'une élégante robe bleu marine, sa présence attirait l'attention, mais ce jour-là, quelque chose clochait. La tension était palpable sous les acclamations de la cérémonie. Tandis qu'elle se frayait un chemin avec grâce dans la foule, son équipe de sécurité l'encadrait en formation souple. Sourire, poignée de main, salutations rapides, tout était normal. Puis, au milieu de tout cela, un homme en costume impeccable s'est penché depuis le banc de touche. Il portait un badge de presse, mais son visage ne m'était pas familier. Sa voix était basse, calme et posée. « Ils veulent l'éliminer, » murmura-t-il, à peine un souffle, « et tu es là pas. » Avant que Rita puisse répondre, l'homme disparut dans la foule comme de la fumée. Son pouls s'accéléra. Elle jeta un coup d'œil en arrière, scrutant la foule, mais ne vit aucun signe de lui. L'instant fut si fugace qu'il aurait pu passer pour une hallucination. Mais elle savait ce qu'elle entendait, et elle savait que ce n'était pas un hasard. De retour dans la salle de conférence,
Rita s'efforçait de garder son sang-froid, mais son esprit bouillonnait. Qui était-il? Était-ce à propos de la présidence? D'un coup d'état politique? D'elle? Son équipe de sécurité n'avait pas remarqué l'échange, et elle avait choisi de ne pas les alerter. Si quelqu'un la surveillait d'aussi près, il aurait voulu connaître sa réaction. Elle a assisté à la table ronde, saluant les intervenants de la tête, souriant aux caméras, tandis que son cœur battait la chamade sous le poids d'une menace invisible. L'air dans la résidence privée de la villa présidentielle semblait plus lourd que d'habitude. Les lustres au bord doré projetaient une douce lueur sur le sol en marbre, mais leur élégance ne parvenait pas à masquer la tempête qui couvait en dessous. Rita se tenait près des hautes baies vitrées, les bras croisés sur sa poitrine. Le silence entre elle et Timothy était ténu, comme du verre prêt à se briser. « Quand allais-tu me le dire ?» Sa voix était basse, mais suffisamment tranchante pour être tranchante. Timothy soupira depuis son fauteuil, desserrant sa cravate. « Pour te dire quoi exactement ?» Rita se retourna, le regard féroce. « Que certains de ton entourage pensent que m'épouser était une erreur. Que je suis surveillé. Que quelqu'un, quelque part, pense que je suis là pas pour te faire tomber. » Elle s'approcha. « Quelqu'un m'a prévenu. Aujourd'hui. En public. » Il se pencha en avant, les coudes sur les genoux. « Je ne voulais pas vous alarmer. Oui, il y a de la tension. Certains conseillers pensent que ton passé pourrait devenir une arme politique. Mais je ne m'attendais pas à ce que la situation dégénère aussi vite. » Sa mâchoire se serra. « Tu veux dire que tu ne pensais pas que je le découvrirais ?» Timothy leva les yeux vers elle. « Il ne s'agit pas de cacher quoi que ce soit. Il s'agit de te protéger. Je ne savais pas encore comment gérer la situation. » Le silence entre eux s'approfondit. Des années de secrets, de trahison et de demi-vérité refirent surface dans ce silence. Pour la première fois depuis leur retrouvaille, une fissure s'était creusée entre eux. La confiance, si durement gagnée, était désormais au bord de l'effondrement. Et aucun des deux ne savait comment la réparer sans l'aggraver. Le ciel d'Abuja brillait de promesses alors que les délégués se réunissaient pour le prestigieux sommet économique de l'Afrique de l'Ouest. Rita, vêtue d'un tailleur vert émeraude, venait de conclure un discours passionné sur l'inclusion des femmes dans la gouvernance. Des applaudissements résonnèrent dans la salle de conférence, mais elle n'était pas concentrée sur son discours. Il persistait sur une mallette verrouillée qu'elle avait laissée dans sa suite. Elle contenait des transcriptions confidentielles, de vieilles photos et des documents personnels, des objets qui, entre de mauvaises mains, risquaient de ruiner la fragile stabilité qu'elle et Timothy avaient lutté pour bâtir. Quelques heures plus tard, lorsque son assistante revint récupérer la mallette avant une réunion à huis clos, la panique remplaça le protocole. La valise avait disparu. Aucun signe d'effraction. Aucune vidéo de surveillance ne montrait de falsification. Le personnel de l'hôtel était déconcerté, et son équipe de sécurité semblait bouleversée. Alors que Rita se tenait silencieuse dans sa suite, absorbée par ce moment surréaliste, son téléphone vibra. Un titre énigmatique apparut sur son écran, « Un scandale se prépare au sommet ». Des sources évoquent une tempête présidentielle. Ci-dessous, une image floue de son entrée au sommet. Aucune accusation directe, mais le ton sous-jacent était clair. Quelqu'un voulait que le monde commence à se poser des questions dangereuses. Elle serra le téléphone contre sa poitrine et scruta la pièce, scrutant les visages de ses assistants, des gardes et même du concierge de l'hôtel. Qui avait bien pu faire ça? Et pourquoi maintenant? Le moment était délibéré. Le sommet était censé renforcer la confiance nationale, mais le vol visait à la saper. Cela semblait trop calculé pour être aléatoire. À mesure que la suspicion s'intensifiait, elle réalisait que la menace ne venait pas de l'extérieur. C'était quelqu'un de son entourage, quelqu'un qui savait exactement ce que contenait cette mallette. De retour à la villa, Timothy convoqua une réunion discrète, mais Rita parla à peine. Son esprit repensa aux derniers jours, à sa confrontation avec Timothy, à l'avertissement murmuré par l'inconnu, et maintenant à tout cela. Chaque pièce témoignait d'un effort coordonné, d'une tempête silencieuse qui se préparait autour d'elle. Ses yeux se plissèrent, non pas de peur, mais de détermination. Celui qui tirait les ficelles pensait qu'elle allait s'effondrer sous la pression. Mais Rita en avait assez de se défendre. Elle trouverait le traître, et ce faisant, ils apprendraient à quel point le silence pouvait être dangereux. Le pays s'est réveillé sous un déluge médiatique. Tous les grands médias,
blogs et réseaux sociaux étaient inondés de gros titres sensationnels, d'anciennes premières dames dévoilées. Des secrets présidentiels dévoilés. Les écrans s'illuminaient de photos granuleuses, montrant Rita et Richard dans des situations intimes, dont une photo d'elle avec des bleus, prise à ses pires jours. Les images étaient accompagnées d'extraits sensibles de documents présidentiels, de notes confidentielles, de correspondances diplomatiques et de notes échangées en privé avec des dignitaires étrangers. L'origine de la fuite était inconnue, mais son timing et sa précision étaient fatales. À l'intérieur de la villa présidentielle, le chaos régnait. Une cellule de crise fut constituée en quelques minutes. Timothy, entouré de responsables de la sécurité, de conseillers et d'experts juridiques, observait les dégâts avec une attention particulière. Rita était assise au bord de la pièce, son téléphone sur les genoux, les doigts immobiles, le regard perdu dans le vide. Les fuites n'étaient pas seulement embarrassantes, elles dressaient le portrait d'une femme vulnérable et douloureuse, portant des cicatrices que le pays n'avait jamais vues. Et maintenant, elles étaient publiques. Pour la première fois, son passé ne la suivait plus seulement, il défilait dans les rues. Les réactions à l'extérieur ont été profondément polarisées. Certains Nigérians se sont ralliés à Rita, saluant son courage et sa résilience. Ils ont vu une femme qui avait enduré la souffrance et s'était hissée au plus haut rang symbolique du pays, un témoignage de survie. D'autres, en revanche, ont exigé des réponses. Pourquoi cette histoire n'a-t-elle pas été révélée plus tôt? Ils se sont interrogés. Peut-on faire confiance à quelqu'un qui cache un passé aussi scandaleux? Les commentateurs politiques ont spéculé sur les audiences de destitution, les votes de confiance et l'avenir de l'administration Timothy. Rita est devenue l'œil du cyclone national, aimée et détestée à parts égales. Pourtant, au milieu de cette frénésie, Rita est restée calme. Elle n'a publié aucune déclaration ni tenu de conférence de presse. Au lieu de cela, elle s'est retirée de la scène publique et a demandé à accéder à la liste complète des personnes ayant manipulé les documents compromis. Elle avait besoin de temps, non pas pour se cacher, mais pour réfléchir. Il y avait une tendance, quelqu'un construisait un récit, lentement, délibérément. Chaque geste visait à l'isoler du pouvoir, de Timothy, du peuple. Mais Rita avait survécu à pire qu'une humiliation publique. Ce n'était pas la fin. C'était le milieu d'un projet plus vaste. Quelque chose qu'elle comptait mener à bien à ses propres conditions. La nouvelle de la libération inattendue d'Alexa se répandit comme une traînée de poudre. Un instant, elle était derrière les barreaux, accusée de multiples chefs d'accusation, et l'instant d'après, sa cellule était vide, sa caution accordée mystérieusement par une décision de justice rendue tard dans la nuit. Les documents étaient vierges, le juge était indisponible pour tout commentaire et son avocat, Maître Kenneth, brillamment silencieux. Les questions ont afflué sur les réseaux sociaux. Comment était-elle sortie? Où était-elle allée? Quelle ficelle avait été tirée? Mais aucune réponse ne venait. Alexa avait disparu sans laisser de traces. À la villa, Rita fixait l'écran de télévision, diffusant en boucle la vieille photo d'Alexa à côté de la mention « Libération sous caution ». Son estomac se retourna. L'appel de Timothy au ministre de la Justice resta sans réponse. Une tension sourde s'installa dans la pièce. Personne ne l'a dit, mais tout le monde l'a ressenti. Ce n'était pas un simple hasard juridique. C'était une manœuvre stratégique, conçue pour perturber les choses. Rita connaissait trop bien Alexa pour croire qu'elle referait surface avec un bilan vierge. Où qu'elle soit allée, elle préparait quelque chose. Quelque chose de personnel. Des sources de renseignements ont rapporté des observations contradictoires, une à Azaba, une autre au Ghana, et même une photo floue d'une personne lui ressemblant embarquant dans un jet privé au Sénégal. Aucune information n'a été confirmée. Elle avait disparu, et sa disparition s'est accompagnée d'un silence inquiétant. Ni menace, ni message, ni communiqué de presse. Juste un vide. Ce silence était pire que des mots. Car Alexa ne se taisait jamais, sauf si elle se préparait à frapper. Rita ne dormit pas cette nuit-là. Dans sa chambre, elle disposait des photos imprimées, de vieilles lettres, des frises chronologiques, tout ce qui pouvait relier le passé au présent. Son instinct lui criait que la fuite d'Alexa était plus qu'une simple vengeance. Ce fut une réaction en chaîne. La mallette, les documents divulgués, les rumeurs de trahison. Rien de tout cela n'était une coïncidence. Alexa était libre, et la liberté, entre ses mains, était une arme bien plus dangereuse que la prison.
L'établissement psychiatrique était silencieux, presque trop silencieux, tandis que Richard, assis, regardait par la fenêtre grillagée. La lumière automnale qui filtrait à travers projetait des ombres fracturées sur le sol carrelé. Son regard était lointain, hanté par des fragments de souvenirs autrefois enfouis si profondément qu'ils étaient devenus des fantômes dans son esprit. Mais maintenant, il s'éveillait. Tout commença par une odeur, celle du jasmin. Une infirmière était passée, portant le même parfum que Rita avait autrefois apprécié. Soudain, des images lui revinrent en mémoire. Non seulement le bien, les regards furtifs et les rires chaleureux, mais aussi les vérités crues qu'elles avaient toutes deux gardées secrètes. Richard s'agrippa aux accoudoirs de son fauteuil lorsqu'un souvenir flash apparut, un document caché que Rita le suppliait de ne jamais montrer à personne. Ses mains tremblaient. Était-ce encore réel? Ou une construction tordue de son esprit brisé? Plus tard dans la journée, il exigea de voir maître Kenneth. Les infirmières, hésitantes, alertèrent l'administration. L'autorisation fut accordée. Dans une pièce privée, sous observation, Richard se pencha vers son avocat. « Elle leur a menti à tous, murmura-t-il, surtout. La chronologie. Le bébé. La raison pour laquelle elle m'a quitté. Et j'en ai encore la preuve. » Kenneth, flairant une opportunité, l'encouragea gentiment. « Où, Richard? Où est cette preuve? » Mais les yeux de Richard se posèrent, incertains. Elle était dans la boîte verte, derrière le radiateur. Mon ancien appartement à Surelier. Kenneth prit des notes, puis assura à Richard qu'il la retrouverait. Lorsque l'avocat quitta la pièce, son visage était calme, mais son cœur battait fort. Si Richard disait vrai, et si cette boîte existait encore, elle pourrait faire exploser tout ce que Rita avait reconstruit. De retour dans sa chambre, Richard était assis seul, murmurant son nom. Rita. Tu n'aurais jamais cru que je m'en souviendrais, n'est-ce pas? Et quelque part dans le silence de l'hôpital psychiatrique, le passé ressurgit comme une vieille blessure qui refuse de se refermer. L'épaisse enveloppe en papier craft arriva à la résidence privée du président à la tombée de la nuit, remise en main propre par un coursier discret et sans un signe officiel. L'assistant personnel de Timothy la déposa discrètement sur son bureau, pensant qu'il s'agissait d'un autre rapport de renseignement. Mais lorsque Timothy l'ouvrit, s'attendant à des notes de sécurité ou à des dossiers de l'opposition, son souffle se coupa. À l'intérieur se trouvait une lettre soigneusement dactylographiée et une feuille de résultats d'ADN imprimée, froide, clinique et dévastatrice. La lettre n'était pas signée, mais le ton était venimeux. L'enfant que Rita a perdu? Pas le vôtre. Demande-lui. Je viens de t'aider à trouver la vérité que tu n'as jamais osé demander. Timothy s'affala sur sa chaise, relisant le dossier encore et encore. Le résultat ADN comparait deux profils, le sien et celui de l'enfant à naître que Rita avait perdu lors de leur séparation. La conclusion était claire, aucune correspondance. Ses doigts crispèrent la page comme si la froissée pouvait effacer toutes les implications. Il sentit les fondations se fissurer sous lui, des années de confiance, reconstruites sur des ruines, tremblant maintenant sous une simple feuille de papier. Des questions qu'il avait eues pour la paix lui hurlaient aux oreilles. Qui était le père? Pourquoi ne me l'avait-elle pas dit? Était-ce juste une ombre de plus dans sa vérité? Il n'invoqua personne. Il avait besoin de silence, de solitude pour réfléchir. Les intentions d'Alex étaient claires. Il ne s'agissait pas seulement de ruiner Rita, mais de déstabiliser son être tout entier. Si c'était vrai, cela signifiait que Rita lui avait caché quelque chose d'important. Pourtant, une part de lui résistait à l'idée d'y croire pleinement. Était-ce une manipulation? Le dossier était-il falsifié? Il arpenta son bureau, partagé entre la rage et l'incrédulité. La femme qu'il aimait, celle qu'il avait lutté pour protéger et honorer, lui apparut soudain comme une étrangère enveloppée de secrets. Au lever du soleil, Timothy n'avait pas fermé l'œil. Il fixait le plafond de sa chambre, un dossier serré dans une main, le cœur battant la chamade par la trahison. Il savait qu'il devait la confronter, mais comment pouvait-il la regarder dans les yeux maintenant, ignorant ce qui était réel? Il n'a pas alerté la sécurité. Il n'a pas appelé de conseiller. Au lieu de cela, il a attendu en silence, sachant qu'il ne s'agissait pas seulement d'un coup politique. C'était personnel. Profondément personnel. Et les réponses, aussi douloureuses soient-elles, arrivaient. La nuit était inhabituellement silencieuse dans la villa présidentielle, ce silence qui pèse sur la poitrine comme un poids.
Dans leurs appartements privés, Timothy se tenait près de la fenêtre, le visage caché dans l'ombre, serrant le fichier ADN. Rita était assise au bord de leur lit commun, les mains jointes, le regard fixé au sol. Elle savait que quelque chose s'était brisé, quelque chose de fragile et d'invisible entre eux. Quand Timothy se retourna enfin, sa voix était calme, mais sa froideur lui fit frissonner. « As-tu quelque chose à me dire au sujet de l'enfant que tu as perdu » demanda-t-il. Les lèvres de Rita s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit pendant un instant. Puis, tremblante, elle dit « Je ne t'ai jamais été infidèle. Ni avant, ni après. Mais oui. J'ai caché des choses. » Elle a admis que pendant sa séparation avec Richard, elle était émotionnellement brisée, confuse et terrifiée. La grossesse avait été compliquée. Au début, elle ignorait qui était le père. La peur l'avait empêchée de le découvrir. Au moment où j'ai voulu te le dire, murmura-t-elle, tout avait changé. Nous avions recommencé. Je ne voulais pas que le passé ruine ce que nous étions en train de construire. Les larmes lui montèrent aux yeux. J'aurais dû te le dire. J'avais tort. Timothy n'a pas élevé la voix. Ça a empiré les choses. Tu m'as laissé croire que cet enfant était le mien. Tu as pleuré dans mes bras, et je pleurais quelqu'un qui n'aurait peut-être jamais été mien. Il secoua lentement la tête, l'incrédulité gravée dans chacun de ses mouvements. Sais-tu ce que ça fait à un homme, Rita ? Sa voix se brisa légèrement avant qu'il ne se détourne. Rita tendit la main vers lui, désespérée de lui expliquer, mais il recula. Je ne sais pas ce qui est pire, ce que tu as fait, ou je ne peux pas dire si tu en caches encore. Sans un mot de plus, Timothy quitta la pièce, la porte se refermant derrière lui comme un verdict. Rita s'effondra au sol, ses sanglots étouffés dans ses paumes. À cet instant, elle réalisa que la confiance n'était pas seulement un fondement. C'était la seule chose qui les unissait. Et maintenant, tout s'était brisé. Seule dans le noir, elle ne savait pas s'il reviendrait, ou si ce qu'ils avaient déjà disparu. Le changement fut rapide, brutal et public. Du jour au lendemain, le nom de Rita disparut des engagements officiels de la première dame. Sa future prestation caritative fut discrètement annulée, sans que le service de presse ne fournisse d'explication. Le personnel de la villa, qui l'accueillait autrefois avec chaleur et respect, la croisait désormais les yeux baissés, le sourire forcé. Même son assistante personnelle, Chica, semblait hésiter à s'exprimer librement. La luxueuse suite qu'elle partageait autrefois avec Timothy était désormais surveillée par une équipe de sécurité plus restreinte et plus froide, obéissant aux ordres du chef de cabinet du président, et non de Rita elle-même. C'était un exil silencieux au sein de la plus somptueuse demeure du pays. Dehors, la presse était débordante. Les gros titres fourmillaient de spéculations. Est-ce la fin de la Cendrillon moderne du Nigeria ? Et de la grâce à la tristesse, l'épouse du président rejeté ? À la télévision en prime time, les intervenants débattaient de la capacité de Rita à devenir première dame, revenant sur son passé avec Richard et la récente fuite de documents scandaleux. Une commentatrice virale n'a pas hésité. Ce n'est pas une leader. C'est un handicap. Cela a fait plus que Rita ne voulait l'admettre. En quelques semaines seulement, elle était passée du statut de chouchoute du pays à celui de point d'interrogation national. Les murmures qui résonnaient autrefois dans les recoins secrets de la presse retentissaient désormais sur tous les écrans et dans tous les journaux. Dans la villa, l'absence de Timothy était plus éloquente que n'importe quelle déclaration. Il n'était pas revenu dans leur suite depuis cette nuit-là. Leur rencontre se limitait à des hochements de tête raides lors des cérémonies officielles ou à des silences glaciaux lorsqu'ils se croisaient dans les couloirs. Pour Rita, la distance émotionnelle était plus douloureuse que les invitations révoquées ou les attaques médiatiques. Elle était restée à ses côtés dans les moments difficiles, mais à présent, dans son moment le plus fragile, il s'était replié sur lui-même. Cette trahison était personnelle. Pourtant, chaque matin, elle s'habillait avec grâce, refusant de s'effondrer devant le monde qui la regardait. Mais ses pas devenaient plus lourds, ses sourires plus minces. Elle menait une guerre sans alliés. Tard un soir, tandis que la pluie claquait contre sa fenêtre et que son téléphone vibrait d'un nouveau gros titre cruel, Rita était assise seule dans la faible lueur de sa lampe de lecture. Elle contemplait son reflet dans le miroir de courtoisie, forte, fatiguée, majestueuse et brisée. Le palais qui l'entourait était devenu froid, non pas en température, mais en esprit. Et dans cette froideur, elle réalisa quelque chose d'essentiel. Elle avait hâte d'être sauvée, ni par l'amour,
ni par la politique. Si elle devait se relever, ce serait à ses propres conditions. Le palais était peut-être détruit, mais elle, ne l'était pas. Pas encore. Le salon faiblement éclairé d'une propriété privée d'Azokoro était loin de l'éclat de la villa et des regards indiscrets de la presse. Alexa était assise au bord d'un fauteuil en acajou, le regard perçant et la voix calme. En face d'elle se trouvaient deux hommes, le sénateur Dick, fervent critique du président Timothy, et l'avocat Kenneth, celui qui avait un jour failli ruiner la réputation de Rita devant les tribunaux. Ils n'étaient pas amis, mais ils partageaient un objectif commun, détrôner la première dame et, par extension, le président. Alexa, fraîchement disparue de la scène publique, leur offrait une occasion irrésistible, une occasion teintée de vengeance. « J'ai les moyens de l'enterrer », dit Alexa en posant une fine enveloppe noire sur la table entre elles. Photos, enregistrements, chronologie. Certains remontent à l'époque où elle était avec Richard, d'autres même avant. Mais j'ai besoin de votre aide pour les libérer. Et survivre à ce qui vient après. Sa voix était ferme. Elle connaissait l'enjeu. Les preuves qu'elle apportait n'étaient pas seulement scandaleuses, elles étaient mortelles, politiquement parlant. Cela pourrait ébranler la crédibilité du président, remettre en question son jugement, et peut-être même susciter des rumeurs de destitution. Tout ce qu'elle demandait en échange, c'était la sécurité, l'argent et le pouvoir, celui que seule la chute de Rita pouvait lui garantir. La sénatrice Dick se pencha en avant, les yeux plissés. « Et quel est ton but, Alexa ? La vengeance ? La rédemption ? Ou aimes-tu simplement regarder les gens brûler ?» Alexa sourit faiblement, ses doigts caressant le bord de son verre intact. « Disons que je règle des dettes. Et Rita me doit une vie de souffrance. » L'avocat Kenneth, enfin stratège, parcourut le contenu de l'enveloppe avec un intérêt clinique. Son silence en était la confirmation, le contenu était explosif. Avec le bon argument, il pouvait le transformer en un véritable enfer médiatique. L'accord d'Alexa était dangereux, mais tentant. Ils savaient tous que la politique ne récompensait pas la clémence, elle la dévorait. Les hommes acquiescèrent. Le pacte était tacite, mais ferme. Alexa avait franchi la ligne rouge, et maintenant ils allaient la suivre jusqu'au bout. Les rouages de la trahison commencèrent à tourner cette nuit-là, silencieusement, impitoyablement. Des plans furent élaborés, des contacts médiatiques activés et des ficelles politiques tirées. Tandis que Rita gisait dans l'ombre froide d'un palais qui ne l'accueillait plus, des ennemis complotaient sa chute finale à quelques kilomètres de là. Le marché était conclu, et Alexa, perverse, vengeresse et calculatrice, venait de devenir l'architecte d'une tempête qui allait mettre à rude épreuve tout ce qui restait à Rita. Timothy fixait d'un regard vide le mur de son bureau privé, le léger bourdonnement des écrans de surveillance étant sa seule compagnie. Les rapports, les fuites, les rumeurs, tout avait mené jusqu'ici. Tout le monde pensait qu'il était en train de s'effondrer, même Rita. Mais sous la surface, il orchestrait quelque chose de bien plus calculé. S'il y avait une chose qu'il avait apprise en politique, c'était d'utiliser la perception comme une arme. Et ce soir-là, cette perception de faiblesse était sa plus grande force. Alexa avait mordu à l'hameçon. Le rendez-vous était fixé. Elle pensait rencontrer un homme brisé, désespéré de trouver le salut. Elle ne se doutait pas qu'elle tombait dans un piège. Dans la suite VIP isolée d'un hôtel de luxe de Matama, Timothy arriva sans aucun dispositif de sécurité et habillé en civil. Son regard était las et sa voix basse. « Tu as gagné, Alexa » dit-il tandis qu'elle entrait, le visage fier et triomphant. « J'ai juste besoin de savoir ce que tu veux. » Alexa, drapée dans un élégant foulard de soie et dégageant une confiance tranquille, ne se retint pas. Elle a tout dévoilé, son alliance avec le sénateur Dick, son projet de paralyser Rita avec des preuves fabriquées, et comment cela finirait par isoler Timothy de sa base. « Ce n'est pas personnel » a-t-elle dit en riant. Enfin, peut-être un peu. Ce qu'Alexa n'avait pas remarqué, c'était le bouton anodin derrière le plateau à café. Timothy l'avait appuyé quelques instants avant d'entrer. Cachés dans le lustre, sous la table et derrière le miroir, se trouvaient 3 minuscules caméras, toutes reliées à un signal satellite sécurisé surveillé par l'agence de renseignement de l'État. Chaque mot, chaque sourire narquois, chaque trahison était capté. Lorsque le sénateur Dick est intervenu au milieu d'une conversation, ignorant qu'il était enregistré, le piège s'est refermé. Ils ont trinqué à une victoire qui n'arriverait jamais, aveuglés par la tempête qui s'abattait déjà sur eux. Quelques heures plus tard, de retour à la villa,
Timothy remit la clé USB sécurisée à son chef des renseignements. « Nous avons tout, dit-il. » Le chef hocha la tête, passant déjà des appels. Les mandats d'arrêt furent rédigés à voix basse. Au matin, les gros titres crieraient à la trahison et au complot politique. Mais pour l'instant, Timothy s'autorisa un soupir de satisfaction. Le serpent avait sorti ses crocs, et cette fois, il lui avait tranché la tête. Il ne restait plus que Rita. Et la femme qu'il aimait pourrait-elle un jour lui pardonner d'avoir joué le rôle d'un homme qu'elle croyait avoir abandonné? La panique s'empara de la villa présidentielle comme un étau. Les couloirs bourdonnaient de voix chuchotées et de pas nerveux, chacun se précipitant d'une aile à l'autre. La presse campait déjà aux portes, pressentant quelque chose d'énorme. Rita Charles, la première dame, avait disparu. L'atmosphère était lourde de confusion et d'effroi, et le président Timothy Charles, calme en surface, bouillonnait en profondeur. Les images de vidéosurveillance ne montraient rien d'autre que Rita sortant par une entrée latérale, coiffée d'une écharpe à capuche, sans escorte. Son téléphone était éteint. Aucun chauffeur n'était assigné. Aucune trace, aucun message, aucun indice. Il venait de disparaître. Timothy arpentait la salle de crise, l'équipe de renseignement étant incapable de fournir une piste claire. Son assistante personnelle, Linda, tremblait en racontant le moment où Rita avait reçu un message. Elle le lut et se leva lentement. Comme si elle comprenait quelque chose que le reste des États-Unis ignorait, Linda murmura. Elle dit, « Ne dites à personne que je suis partie et ne me suivez pas. » Timothy serra les dents. Qui oserait envoyer un tel message? Et que contenait-il pour que Rita disparaisse comme par enchantement? Le moment ne pouvait pas être plus mal choisi. Elle devait prononcer un discours ce soir-là sur le scandale national. Un discours qui aurait pu faire pencher la balance en sa faveur. Son silence était désormais instrumentalisé. En quelques heures, les médias s'enflammaient. La première dame en fuite? Rita abandonne le président? Coup d'État à la villa? Les théories ont inondé les réseaux sociaux. Les partis d'opposition ont été critiqués. Les alliés se sont inquiétés. Des manifestants se sont rassemblés devant les portes, exigeant des réponses. Des rumeurs de trahison et de complot ont circulé parmi l'élite politique. Certains ont accusé Timothy de l'avoir chassée. D'autres prétendaient qu'elle avait fui pour révéler des secrets profondément enfouis. Chaque théorie était plus dangereuse que la précédente. Mais au fond de lui, Timothy connaissait Rita. Ce n'était ni une dépression ni une trahison. C'était un geste délibéré, stratégique. Elle avait vu quelque chose, su quelque chose, ou découvert quelque chose qui l'avait plongé dans le silence et l'ombre. Et si elle était partie sans même le lui dire, alors ce qu'elle attendait devait être plus sombre que tout ce qu'ils avaient connu jusqu'alors. Tout avait commencé sans prévenir. Juste au moment où le journal télévisé du soir allait être diffusé, l'écran vacilla et devint noir. Puis vint le visage de Rita, calme, nu et résolu. Sans titre. Sans date. Juste sa voix, brute et sans filtre. Je m'appelle Rita Jones Charles. Avant d'être première dame, j'étais une femme brisée par l'homme qu'elle avait aimé, une mère qui avait perdu un enfant, et une âme presque ensevelie sous le silence. L'émission a stupéfié la nation. Elle s'adressait directement au peuple, lui parlant des abus subis par Richard, de la manipulation politique, de la contrainte de dissimuler sa douleur sous le protocole. Ce n'était pas un discours politique. C'était un événement humain. La vidéo, visiblement enregistrée en secret, ne révélait aucun lieu. Pourtant, sa puissance était indéniable. Je n'ai pas couru. Je me suis éloigné pour être entendu, car le pouvoir ne doit pas taire la vérité, dit-elle, le regard impassible. Elle parla de trahison au sein de l'entourage de Timothy, sans citer de nom, et conclut par une phrase glaçante, « Il y a des forces dans ces murs qui préféreraient que je disparaisse. Mais j'ai refusé d'être effacé. » Le message a duré 12 minutes. 12 minutes qui allaient bouleverser le cours de toute une administration. En moins d'une heure, Internet a explosé. Des hashtags comme « Soyons solidaires de Rita » et « Écoutez son histoire » ont fait le tour du monde. Les manifestations se sont transformées en veillées. Les critiques qui se moquaient autrefois de sa présence en politique commencèrent à exiger sa protection. Le vent tournait, et Timothy, qui observait la situation depuis son bureau, le savait. Il resta assis, stupéfait, encadré par son chef de cabinet et son conseiller à la sécurité.
Découvre comment ça a été diffusé, ordonna-t-il doucement. Mais sous sa voix sévère se lisait une lueur de fierté et de culpabilité. Quelque part, cachée dans l'ombre, Rita observait aussi. Elle avait pris un risque, révélant ses cicatrices pour déclencher quelque chose de bien plus grand que la vengeance, un jugement. La nation l'avait entendue, non pas comme l'épouse du président, mais comme une femme qui choisissait de parler quand le silence était plus sûr. Et maintenant, les murs de la villa commençaient à se fissurer. Ce matin-là, la villa présidentielle était particulièrement tendue. Une conférence de presse fut annoncée à la hâte, et la salle de briefing était remplie de journalistes, de conseillers et d'observateurs silencieux de la classe politique. Lorsque le président Timothy Charles monta à la tribune, son expression était indéchiffrable jusqu'à ce qu'il prenne la parole. « Le siège du pouvoir n'est pas étranger à la trahison », a-t-il déclaré d'une voix ferme. Mais aujourd'hui, nous avons levé le voile. Avec précision, il a exposé un réseau de conspirations, de communications interceptées, de réunions secrètes et de transactions financières impliquant le sénateur Baden, celui-là même que la rumeur disait être son allié politique de longue date. À ses côtés, plusieurs autres membres du cabinet de Timothy s'étaient rendus complices de la diffamation de Rita, de la fuite de documents confidentiels et d'une conspiration avec Alexa pour déstabiliser son administration. Des arrestations s'ensuivirent. Baden, visiblement ébranlé, fut emmené menotté, une image qui faisait la une des journaux nationaux à la tombée de la nuit. Derrière les portes closes, pas de célébration. Timothy s'empressa de restructurer son service de sécurité, de nommer de nouveaux conseillers et de rappeler l'agent de renseignement qui avait enquêté sur la lettre anonyme de Rita. Son premier ordre privé fut clair, rétablir la première dame dans ses fonctions. Aucune exception. L'équipe de sécurité de Rita a été doublée, son nom a réapparu sur tous les documents officiels, son rôle de défenseur national des droits des femmes a été réactivé. Cette fois, pas d'excuses. Aucun compromis. Bien que Rita ne soit pas encore rentrée à la villa, les couloirs résonnaient de sa présence. Ses portraits, une fois discrètement retirés, furent réaccrochés. Son attaché de presse fut réintégré. Les mêmes médias qui avaient autrefois remis en question son passé saluèrent désormais son courage. Timothy, observant la situation, comprit une vérité fondamentale, le pouvoir ne réside pas dans le contrôle, mais dans le fait de regagner la confiance. Et la femme qu'il avait failli perdre n'était plus un symbole de scandale, mais la voix d'une nation en quête d'âme. La conférence de presse se tenait dans la grande rotonde de la villa présidentielle, sous le feu des projecteurs, et les chaînes diffusaient en direct sur toutes les grandes chaînes. La sécurité était renforcée, l'atmosphère était électrique d'impatience. Lorsque Rita apparut à côté de Timothy, vêtue d'une robe crème gracieuse mais puissante, le silence s'abattit sur la salle. Ce n'était pas seulement sa présence, c'était le calme inébranlable de sa démarche, le feu silencieux de son regard. Timothy se tenait droit à ses côtés, sa main tendue vers la sienne. Quand leurs doigts se sont entrelacés, c'était plus qu'une image, c'était une déclaration. La voix de Timothy résonnait dans la pièce, ferme et pourtant personnelle. Ces derniers mois, notre famille a traversé des tempêtes destinées à nous briser. Au contraire, ils ont révélé la force de la vérité, la puissance de l'unité et le danger du silence. Rita s'avança alors, le regard fixe. Je ne suis pas né pour le pouvoir. Je me suis retrouvé là, par la douleur, par l'endurance et par l'amour. Je ne serai pas effacé. Ces mots ont retenti comme le tonnerre. Pas de larmes, pas de tremblements, seulement de la détermination. Elle s'est exprimée non seulement en tant que première dame, mais aussi en tant que survivante reprenant sa voix devant le monde. Devant la villa, une foule s'est rassemblée, agitant des drapeaux et brandissant des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Nous sommes avec Rita ». De Lagos à Kaduna, de Port Harcourt à Abuja, son histoire a eu une résonance bien au-delà de la sphère politique. Elle était devenue un point de ralliement pour les femmes, pour celles qui cherchaient la vérité, pour toutes celles qui avaient un jour été humiliées pour leurs cicatrices. Les ennemis politiques qui avaient fomenté sa chute s'étaient évanouis dans le silence. Alexa était officiellement sous surveillance, ses privilèges juridiques révoqués. La sénatrice est restée en détention. Kenneth, radié du barreau et exposé, a été poursuivi pénalement pour ses manipulations. Ce soir-là, alors que Rita et Timothy se tenaient sur le balcon de la villa, saluant une marée humaine, un feu d'artifice éclata dans la capitale. Mais à l'intérieur du palais, ce n'était pas la victoire qui emplissait l'air, mais la clarté. Le parcours de Rita était passé du scandale à la force, sa voix n'étant plus étouffée.
Elle n'était plus seulement l'épouse du président. C'était une femme qui avait traversé la trahison, la honte et le silence, et qui en était ressortie inébranlable. Son histoire, autrefois murmurée dans la peur, résonnait désormais comme un héritage de résilience et de vérité. Des mois passèrent depuis cette inoubliable conférence de presse, mais le courage de Rita continua de résonner dans tout le pays. Dans une nation souvent réduite au silence par le pouvoir et plongée dans l'ombre politique, Rita Charles devint plus qu'une première dame, elle devint un symbole. Les écoles étudièrent son histoire non pas pour son scandale, mais pour sa force. Des documentaires ont été produits, non pas pour exploiter son passé, mais pour examiner comment une femme s'est relevée de la trahison, de l'humiliation publique et du quasi-effacement pour retrouver sa dignité sur la plus grande scène du monde. Les journaux, qui publiaient autrefois des titres accablants, ont désormais consacré des pages entières à « Rita la résiliente », et des conférences universitaires ont cité son récit comme un tournant dans l'évolution des questions de genre et de pouvoir en politique africaine. En coulisses, la villa avait également changé. Le leadership de Timothy, autrefois perçu comme strictement autoritaire, commença à faire preuve d'humilité et d'introspection. Son cercle fut reconstruit de fond en comble, fini les rumeurs à huis clos, fini les trahisons intérieures déguisées en loyauté. Rita, bien qu'elle n'occupât plus de fonctions politiques officielles, devint une stratège discrète. On sollicita son avis, on fit confiance à son instinct. Mais surtout, elle lança une campagne d'écoute nationale, non pas par une œuvre caritative ou une fondation, mais par un forum itinérant qui se déplaçait État par État, donnant aux citoyens ordinaires, et en particulier aux femmes, la possibilité de s'exprimer, de témoigner et d'être entendus. Son parcours lui avait appris que parfois, les révolutions les plus puissantes naissent non pas dans les parlements ou les tribunaux, mais dans la voix de ceux qui ont longtemps été ignorés. Un jour, alors qu'elle se promenait dans la roseraie qu'elle avait traversée en larmes, Rita s'arrêta à l'ombre d'un arbre et observa un groupe de jeunes filles visiter la villa. L'une d'elles la désigna du doigt et murmura avec enthousiasme, « C'est la femme qui s'est défendue. » Les autres hochèrent la tête, les yeux écarquillés, non pas par pitié, mais par admiration. Rita sourit. Ce n'était pas la reconnaissance qu'elle désirait, mais le changement. C'était la certitude d'avoir remodelé l'opinion publique. Sa douleur n'avait pas été vaine. Ses cicatrices, autrefois utilisées contre elle, étaient devenues des lanternes éclairant le chemin des autres. Elle n'avait jamais cherché à sauver qui que ce soit, mais en survivant, elle avait appris aux autres à se tenir debout. Au fil des années, de nouvelles élections se succédèrent, mais l'histoire de cette femme qui se tenait aux côtés d'un président et refusait de céder au scandale demeurait. On ne se souviendrait pas d'elle pour le jour où elle fut bousculée, ni même pour le titre qu'elle portait. On se souviendrait d'elle pour le moment où elle se tenait debout, sous le regard du monde entier, les mains jointes à l'homme dont elle avait autrefois douté, et où elle proclamait non pas son innocence, mais sa vérité. Au final, Rita Charles n'avait pas seulement survécu à la tempête. Elle avait redéfini la notion de puissance. Ce faisant, elle avait inscrit son nom dans l'histoire non pas comme première dame, mais comme une femme devenue la voix d'une nation. Incassable. Inoubliable. Inarrêtable. Voilà, c'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris sur cette histoire? Aimez-la et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires intéressantes. Merci de votre attention.